lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la différence fondamentale entre la colère et la violence. Mais tout d'abord, on va revenir à notre petite tradition qui est de faire un petit quiz sur toutes les vidéos que vous avez déjà vues et vous demander quelle est la différence fondamentale entre une émotion primaire et une émotion secondaire. Je vous rappelle que je vous avais dit que je vous poserai cette question. Je vous repose la question aussi de savoir quelle est la cause principale de tous les blocages émotionnels de tout le monde sur cette terre. La cause principale, il y en a quelques-unes, comme je vous ai dit, qui sont accidentelles, mais la principale, laquelle est-ce? Et pourquoi est-ce que cette cause arrive vraiment à déterminer les gens à être bloqués sur le reste de leur vie? Voilà, ce sont les trois questions principales que j'avais envie de vous poser aujourd'hui. Vous trouverez toutes les informations soit dans vos notes, soit dans les vidéos précédentes. Donc, aujourd'hui, nous arrivons à la différence entre la colère et la violence. C'est effectivement quelque chose que la plupart des gens n'ont pas comprise, puisque quand les enfants se mettent en colère, les adultes interprètent ça comme des crises de violence. Et au départ, en tout cas, ce n'est pas le cas. Alors, on va redonner une définition très très importante de toute cette problématique et je vous reposerai cette question aussi dans la prochaine vidéo, je pense. Quelle est la différence fondamentale entre la colère et la violence? Eh bien, elle est facile quand on a compris toutes les autres vidéos. La colère est une émotion primaire, alors que la violence est une émotion secondaire. La colère est donc innée et la violence est acquise. La colère fait partie de notre instinct de survie, la violence, pas du tout. La colère est un système de protection psychologique naturel et instinctif, et la violence nous expose à recevoir plus de violence. C'est donc fondamentalement différent. Il y a une petite abeille qui voulait venir participer à la conversation. C'est donc fondamentalement différent et c'est important de le savoir parce que c'est malheureusement le grand malentendu entre les enfants et les adultes, c'est que les adultes ne comprennent pas que la colère est juste une réaction tout à fait normale à une frustration ou à une injustice. Et je vous disais aussi que la colère, comme toutes les émotions primaires, est de courte durée, à peu près 3 minutes, 2-3 minutes.
et puis elle part. Si elle a pu s'exprimer, elle disparaît. Alors que la violence est en fait un état. Comme toutes les émotions secondaires, c'est un état un peu constant. Les gens ont une violence à l'intérieur qu'ils arrivent parfois à sentir, mais que les autres sentent. Et il suffit d'un mini facteur déclenchant pour que tout explose. Il peut y avoir une petite plume toute légère qui tombe et paf, il y a l'explosion de violence parce qu'elle était déjà là, prête à faire des irruptions ou des explosions. Donc, vous voyez, c'est très différent. Et la violence est donc acquise. J'aimerais vous donner une citation d'une femme qui est anonyme, mais voilà, je ne sais pas qui c'est, qui a tellement bien expliqué la chose. Elle a dit, la violence, c'est comme une langue maternelle qu'on a apprise. C'est comme une langue maternelle qu'on a apprise. C'est-à-dire que la violence, elle est intégrée. Elle est intégrée à l'intérieur de nous, dans nos cellules, dans notre ADN. Parce que vous vous souvenez, je vous parlais un peu de l'épigénétique au tout début et je vous disais que les événements, les expériences vont modeler notre ADN par des processus qu'on appelle de méthylation spécialement, qui vont permettre l'expression de gènes ou l'inhibition de ces gènes. C'est-à-dire que ça ne change pas les gènes, mais ça change la manière de les exprimer. Et tout ça, ça s'enregistre. Et la violence, donc, s'enregistre. La violence qu'on a apprise à l'intérieur de nous, elle est transmissible génétiquement. J'ai pas le temps de parler de tout ça dans le détail, mais peut-être un jour on fera un autre programme où on entrera plus dans ces phénomènes, mais on peut transmettre la violence à un enfant au moment de la fécondation, selon dans quel état nos gènes se trouvent à ce moment-là. C'est juste hallucinant de penser ça. Après, l'ADN de ce bébé va aussi tout le temps se transformer au fur et à mesure de ses expériences. Et si cet enfant qui avait reçu cet héritage génétique malheureux se trouve dans un lieu, dans des situations de bien-être, de calme, ben son ADN va donc à ce moment-là se transformer aussi, hein, parce que l'épigénétique, elle va dans les deux sens. Donc on n'est pas sans espoir, on est plutôt avec de l'espoir, mais juste pour dire que la violence est intégrée dans les gènes. Et si l'on ne fait rien en notre histoire, eh bien, ça va rester comme ça. La bonne nouvelle, c'est que si on a subi des violences et qu'on en est conscient et qu'on veut s'en défaire, on va pouvoir faire des thérapies émotionnelles, apprendre à changer des comportements. Ça demande un travail de psychothérapie profond, mais c'est possible. Et on va à ce moment-là changer aussi l'épigénétique dans nos cellules. Voilà. Alors, juste pour dire que la violence est acquise, elle est là, elle imprègne la personne et elle est prête à exploser à n'importe quel détail. Il ne faut pas grand-chose. Quand quelqu'un est violent, il ne faut pas grand-chose. Et nous verrons aussi peut-être dans une autre vidéo qu'il y a une addiction à la violence. Donc, que quand il n'y a pas de situation violente, la personne va carrément la déclencher pour se nourrir un peu de cette violence dont elle a besoin, parce qu'elle est addicte à la violence. Donc, ça n'a rien à voir avec la colère. Et le gros problème, c'est que les parents, les éducateurs même, mélangent les choses. Voilà. Alors, c'est important de bien faire la différence. La colère est une belle émotion de protection. Elle nous permet de repérer des situations d'injustice
Je vais couper parce qu'il y a des chiens qui aboient. Je vous retrouve tout de suite après. En ce qui concerne les gens qui sont violents, il faut se rappeler qu'ils ont donc appris cette violence et qu'ils l'ont donc subie tout d'abord et que ces violences, en fait, créent des blocages émotionnels qui vont ensuite empêcher la maturation du cerveau de se faire normalement sur les 25 ans dont je vous parlais pour devenir adulte, et que donc cette maturation ne se fait pas. Donc c'est important de comprendre et de traduire quand ça se passe que les gens qui sont violents sont extrêmement immatures. Même si ce sont des adultes qui ont 50 ans, qui font 90 kilos, qui sont professeurs à l'université, eh bien, ils sont émotionnellement totalement immatures et donc effectivement dans l'impossibilité de gérer tous ces troubles émotionnels qui s'activent dans leur cerveau. Ça ne les excuse pas, ça explique. C'est pas la même chose. Il n'y a jamais à cultiver la violence. Dès qu'on repère qu'on est violent ou qu'on a des traces de violence à l'intérieur de soi, il faut faire quelque chose pour se soigner. Il faut demander de l'aide. Ça ne va pas disparaître simplement avec le temps. Ça reste là, en général, ça s'aggrave. Donc, il faut demander de l'aide à des thérapeutes compétents. Ça existe, il y en a tout plein. Il faut juste regarder, chercher. Parfois, il faut trouver 2 ou 3 thérapeutes avant de décider avec qui on a le meilleur contact, avec qui le contact passe mieux. Mais il y en a à chercher, voilà. Dans les situations de violence, il y a donc une neuroplasticité qui s'est faite dans ce sens, c'est-à-dire que le cerveau s'est organisé, malheureusement pour être violent, parce que c'est les informations qu'il a reçues, il a été formaté pour la violence, donc ça devient presque un état normal. Et donc il y a des problèmes au niveau des circuits neuronaux qui se sont faits. C'est-à-dire, ils se sont produits des mauvaises connexions entre les neurones et peut-être que ça a été, non, certainement, ça a été chaque fois appuyé, aggravé, parce que, voilà, les expériences de vie viennent augmenter ces situations de violence. Ils se sont donc produits plein de mauvaises connexions. Et dès qu'une situation de violence survient, ça crée un important trouble chimique dans le cerveau au niveau des produits qu'on appelle les neurotransmetteurs. Et chez les gens violents, il manque cruellement de la sérotonine. Alors, j'ai écrit un chapitre sur la sérotonine qui se trouvera dans mon livre « Élever nos enfants avec bonheur et bienveillance », mais je vais vous le mettre en PDF à télécharger sous cette vidéo en avant-première. Voilà. Donc, vous aurez déjà des infos. J'avais déjà écrit un bout de chapitre là-dessus dans mon premier livre, « Sommes-nous tous des abusés ?», où il y a quelques pages qui sont consacrées à la sérotonine. En effet, quand je me suis intéressée à tous ces neurotransmetteurs, à leurs actions, à ce qu'ils font, ça m'a paru évident que les personnes qui sont violentes manquent de sérotonine
Et j'ai fait le test sur des patients à qui j'ai proposé de tester des antidépresseurs sérotoninergiques, c'est-à-dire ce sont des médicaments qui font monter le taux de sérotonine dans le cerveau des gens. Et l'effet a été fulgurant. Je vais revenir là-dessus, mais je voulais juste vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec cette sérotonine. En fait, j'avais suivi un cours sur les neurotransmetteurs. Je ne saurais même plus vous dire le nom de l'enseignant, mais il était absolument excellent. Et il nous expliquait que nous avons dans notre cerveau des neurotransmetteurs, des chefs de file, qui sont par exemple la dopamine, ensuite il y a la noradrénaline, il y a le système GABA, il y a l'histamine, il y a la sérotonine, il y a l'ocytocine, enfin, etc. Et il nous expliquait que par rapport au fonctionnement d'une voiture, la dopamine, c'est le neurotransmetteur qui permet de tourner la clé et de mettre le contact. Et c'est vrai que chez les gens qui sont extrêmement déprimés, il n'y a plus de dopamine, ils n'arrivent plus à bouger. Ils sont prostrés. Ensuite, la noradrénaline, elle permet d'accélérer, elle permet de mettre des gaz, de prendre de la vitesse. Et quand on va vite, il faut savoir freiner, et ça, c'est le système GABA. Et vous voyez que donc dans ce fonctionnement d'un véhicule à moteur, la sérotonine n'intervient pas. Par contre, elle intervient sur les amortisseurs. Et quand vous n'avez pas les amortisseurs, votre voiture, elle fonctionne très bien. Et si vous êtes sur une autoroute, tout va bien. Et si vous êtes sur un chemin chaotique, vous vous ramassez tous les creux, toutes les bosses, et vous faites une commotion cérébrale au bout. Et c'est ce qui arrive à nos personnes qui sont violentes. Elles n'ont plus les amortisseurs. Je vous rappelle, les amortisseurs permettent l'adaptation. Et comme elles ont des blocages émotionnels, elles ne peuvent plus adapter. Vous voyez, tout se tient. Donc, mémorisez bien tout ça. Et donc, il faut donner de la sérotonine à ces personnes de manière artificielle, puisqu'elles n'arrivent plus à en produire suffisamment pour leurs besoins. Alors, on ne va pas rentrer dans comment les antidépresseurs sérotoninergiques font ça. C'est assez astucieux, mais je peux juste vous dire que c'est absolument magique. Si vous êtes un thérapeute et que vous avez des personnes qui sont violentes, de grâce, prescrivez-leur des produits sérotoninergiques. Et si vous n'êtes pas en mesure de prescrire, demandez-leur ou prenez contact avec leur médecin traitant et demandez qu'ils prescrivent ça. Vous allez voir que c'est exceptionnel. Ces personnes qui étaient violentes, elles deviennent calmes. Elles peuvent prendre une distance émotionnelle avec les choses. Ça ne veut pas dire qu'elles acceptent tout, qu'elles sont contentes de tout. Ça ne veut pas dire qu'elles ne puissent pas faire des accès de colère comme nous aussi. Mais en fait, ça va, ça se gère. Ils sont, entre guillemets, normalisés. C'est fabuleux. Par contre, c'est complètement artificiel. Il faut le savoir. Parce que quand vous arrêtez ces produits, on recommence, on repart à la case départ. En quelques jours, une semaine ou deux, paf, ils sont repartis dans leur système de violence. Parce qu'il faut beaucoup plus de temps que ça. Il faut au moins 2 ans de prescription minimum, parfois même 5 ans. Mais c'est pas du temps perdu parce que pendant ce temps-là, on peut travailler émotionnellement sur toutes les difficultés qu'ils vivent, que tout ce qui était enregistré de travers peut se remettre à la norme. Et c'est par exemple le travail que je fais avec mes thérapies émotionnelles. Si les gens sont très incapables de gérer leurs émotions, je prescris d'abord un antidépresseur, j'attends 2-3 semaines et on commence à faire le travail émotionnel pendant qu'ils sont sous traitement. On peut tout à fait travailler émotionnellement, même que les personnes sont sous traitement d'antidépresseurs.
Ça n'a rien à voir avec les neuroleptiques qui paralysent totalement le système émotionnel, que je ne prescris pas. Ça n'a rien à voir avec les anxiolytiques qui font des dépendances. Donc, c'est vraiment des produits extraordinaires, les antidépresseurs sérotoninergiques. Avec cela, on peut bien travailler. Et la personne va tranquillement pouvoir se remettre dans son état normal qu'elle aurait dû avoir au départ. Et pendant tout ce temps, elle va maturer son lobe préfrontal. Vous vous rendez compte, c'est absolument génial. Et c'est malheureux que personne ne le sache. Je suis désolée et j'espère que cette vidéo va permettre à beaucoup d'entre vous de comprendre ça et d'aider à faire passer le message aux prescripteurs de médicaments, aux psychothérapeutes. De grâce, vos patients violents, il faut leur mettre des antidépresseurs. Ça va tout changer. Voilà, donc j'aimerais vous laisser là-dessus parce que je pense que vous avez besoin de réfléchir à cette nouvelle connaissance qui est fondamentale. Je vous reposerai la question dans une prochaine vidéo. Pourquoi il faut mettre les hommes violents, toutes les personnes violentes, mais ça touche surtout les hommes violents, sous antidépresseurs. Mémorisez bien. Voilà les amis, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle quinzaine. À tout bientôt. Au revoir. Lies the seed that with the sun's love in the spring.